En 1629, le Batavia, l'un des navires les plus somptueux et les plus riches de la marine hollandaise, a fait naufrage au large des côtes australiennes. À bord se trouvaient des marins, des commerçants, ainsi qu'un trésor d'or et d'argent. Lorsque le navire a sombré, les survivants se sont retrouvés sur de petites îles isolées en pleine mer. Le capitaine les a abandonnés pour aller chercher de l'aide. C'est alors que l'horreur a commencé. En moins de 2 mois, plus de 125 personnes ont été tuées dans des massacres d'une brutalité inimaginable. Voici l'histoire du massacre du Batavia. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification de chaque nouvelle histoire. L'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire était la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Pour saisir l'ampleur de son pouvoir, imaginez que si nous réunissions aujourd'hui les plus grandes entreprises mondiales, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales les écraserait toutes. Au début du 7e siècle, les Européens étaient obsédés par un produit particulier, les épices. En 1602, les Néerlandais ont créé une compagnie dédiée au commerce des épices et lui ont octroyé des pouvoirs quasi gouvernementaux. Cette compagnie pouvait déclarer la guerre, fonder des colonies, lever des armées, signer des traités. Une véritable entreprise dotée de pouvoirs étatiques. La compagnie a commencé à construire une flotte gigantesque de navires. Chaque année, environ 100 nouveaux navires étaient lancés. Le voyage entre les Pays-Bas et les Indes orientales durait 9 mois, même dans les meilleures conditions. Cependant, de nombreux navires étaient perdus, naufragés ou capturés par des pirates. Mais les profits étaient tellement colossaux que cela valait la peine. Par exemple, ils achetaient des épices en Inde pour 10 livres et les revendaient en Europe pour 6 000 livres. Grâce à cela, la compagnie a continué à se développer et est devenue plus puissante que la plupart des nations du monde. Le Batavia n'était pas simplement un navire, c'était la fierté de la flotte néerlandaise. Construit en 1628, c'était une véritable œuvre d'art. Long de 49 mètres et haut de 12 mètres au niveau de la mer, il possédait 3 ponts et 3 mâts, ainsi que 30 canons peints en vert, rouge et or. À la proue se trouvait une statue en bois sculptée en forme de lion. Le navire pouvait transporter 300 personnes, mais pour ce voyage, il en accueillait 341, incluant des marins, des soldats, des commerçants et des familles entières. Toutefois, les conditions de vie à bord étaient très difficiles. Il n'y avait que 4 toilettes pour 341 passagers. En dépit de cela, le navire transportait un trésor fabuleux. 12 coffres remplis d'or, d'argent et de bijoux, d'une valeur estimée aujourd'hui à 30 millions de dollars. Ce trésor avait pour but de servir à l'achat d'épices auprès des souverains des Indes orientales. Malgré son design avancé, le Batavia rencontrait plusieurs problèmes. Le voyage était long et les espaces étaient relativement étroits, forçant les passagers à vivre entassés les uns contre les autres pendant de longs mois. De plus, le navire était surpeuplé et transportait un trésor extrêmement tentant. Tous ces facteurs ont contribué à la catastrophe qui allait se produire. L'histoire du Batavia implique 3 hommes. Francisco Pelsaer, le marchand en chef et commandant officiel du voyage. Arya N. Jacobs, le capitaine du navire, un marin expérimenté mais brutal et alcoolique. Et Geronimus Cornelis, le marchand adjoint, un homme dangereux aux idées déviantes et sans morale. Les relations entre ces 3 hommes étaient tendues dès le départ. Pelsaer n'appréciait pas Jacobs et Jacobs détestait Pelsaer et Cornelis. Ce dernier, cherchant à tirer profit de la situation, jouait habilement de l'hostilité entre eux. Le voyage du Batavia a commencé en octobre 1628 et l'atmosphère était tendue dès le premier jour. Les conditions étaient épouvantables. 341 personnes entassées dans un espace trop exigu pour un périple de 9 mois. De plus, le capitaine Jacobs pensait qu'il devait être le seul à commander le navire. Il retardait ou exécutait mal les ordres de Pelsaert, ce qui aggravait encore les tensions. Cornelis, flairant l'opportunité, se rapprocha de Jacobs et commença à semer les graines d'une mutinerie. Les conditions de vie à bord étaient épouvantables. L'eau était rare et les toilettes insuffisantes. Les rats et les cafards infestaient le navire.
La nourriture des marins ordinaires était immangeable, du pain sec infesté de vers et de la viande salée si dure qu'elle brûlait la bouche. L'eau, stockée dans des barils en bois, commençait à se dégrader avec le temps. Les officiers et les marchands jouissaient de meilleures conditions, mais la situation restait difficile pour tous. Le scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, se propagea parmi les marins, provoquant faiblesse générale, saignement des gencives et perte de dents. La fièvre et la dysenterie s'ajoutaient aux souffrances. Le désespoir, l'ennui et la claustrophobie rendaient les gens fous. Certains se suicidaient en se jetant à la mer. La peur des tempêtes, des pirates et de la mort en mer, loin de chez eux, accentuait encore la tension. Des rumeurs de mutinerie commençaient à circuler, et il n'était pas étonnant que plusieurs marins soient prêts à rejoindre les mutins. À 3 heures du matin, le 4 juin 1629, après 7 mois de mer, le Batavia naviguait dans l'océan Indien. Soudain, un marin cria « Eau blanche devant nous !» Cela signifiait que des vagues se brisaient contre des rochers. Le capitaine Jacobs, pensant qu'il s'agissait simplement d'un reflet de la lune, ne prit pas l'avertissement au sérieux. Mais il se trompait. Le Batavia heurta les récifs de corail à grande vitesse. Le choc fut si violent que les mâts supérieurs se brisèrent et le gouvernail se détacha. Un énorme trou s'ouvrit dans la coque du navire. Les passagers furent projetés de leur lit, les canons se détachèrent et commencèrent à rouler à l'intérieur du navire. Les cris des femmes et des enfants résonnèrent. Jacobs tenta de sauver la situation en ordonnant de jeter des objets par-dessus bord pour alléger le navire, mais il était déjà trop tard. L'eau montait rapidement. Les efforts pour colmater la brèche avec du bois et des tissus échouèrent. Pelsaert, malade à ce moment-là, se réveilla au bruit du désastre et demanda où il se trouvait. Jacobs avoua qu'ils étaient près des récifs d'Abrolhos, loin de leur route initiale. Non loin de là, ils aperçurent une petite île rocheuse qui allait devenir leur nouveau refuge. Au lever du soleil, le 4 juin, les survivants purent évaluer l'ampleur des dégâts. Le navire était à moitié submergé, l'eau envahissant tout autour. Pelsaert prit la décision urgente de transférer tout le monde sur les îles voisines. Il disposait de 2 petits bateaux qui avaient survécu à l'accident. Les scènes étaient chaotiques et effroyables. Des gens se battant pour monter à bord, des mères criant pour leurs enfants, des hommes se disputant les places. Certains se jetèrent à l'eau pour tenter de nager vers l'île, mais beaucoup se noyèrent ou furent écrasés contre les rochers par les vagues. Après une journée de transfert sans fin, environ 180 personnes parvinrent à atteindre l'île, ne sauvant qu'un seul baril d'eau, quelques biscuits et des coffres provenant du navire. Une fois la situation quelque peu stabilisée, Pelsaert convoqua une réunion avec les officiers restants. Le plan était qu'un groupe parte chercher de l'aide. Pelsaert, Jacobs et 40 marins d'élite prendraient le long bateau et tenteraient de rejoindre Batavia, à 3000 km de là. Les chances de succès étaient faibles, mais il n'y avait pas d'autre option. Avant de partir, Pelsaert désigna Cornelis pour diriger les survivants en son absence. Le 8 juin au matin, Pelsaert, Jacobs et les 40 marins s'éloignèrent, laissant les autres sur la plage, les yeux fixés sur le bateau qui disparaissait à l'horizon, leur dernier espoir de survie. Après le départ de Pelsaert, Cornelis prit le contrôle total de l'île. Il ordonna que toutes les armes soient rassemblées et gardées sous sa tente. Il mit en place un système de rationnement, mais lui et ses hommes recevaient les meilleures parts. Cornelis se construisit une grande tente, équipée des objets les plus précieux récupérés du navire. Chaque jour, de plus en plus de mutins rejoignaient son camp. Cependant, il avait un problème majeur. Les ressources étaient limitées et le nombre de survivants trop élevé. Selon ses calculs, la nourriture et l'eau ne suffiraient que pour quelques semaines. De plus, si un navire de secours revenait, les survivants pourraient dévoiler son complot de mutinerie. Il décida donc de réduire le nombre de personnes sur l'île. Cornelis réunit ses hommes et leur annonça qu'ils devaient se séparer d'une partie des survivants. Affamés et assoiffés eux aussi, ses partisans acceptèrent le plan. La terreur s'installa rapidement. Dans un premier temps, Cornelis s'attaqua aux malades dans la tente médicale. Il convainquit les autres que ces personnes étaient un fardeau et qu'elles pouvaient propager des maladies.
Lorsque les gens commencèrent à se montrer plus dociles, il ordonna à ses hommes de les éliminer discrètement durant leur sommeil. Il envoya ensuite des groupes sur d'autres îles, leur ordonnant de chercher de la nourriture et de l'eau, et de faire un feu s'ils trouvaient quoi que ce soit. Mais il savait que ces îles n'étaient que des rochers, et que ces groupes mouraient de faim et de soif. Le premier groupe envoyé comptait 45 personnes, dont des femmes et des enfants. Le deuxième groupe était constitué de 22 soldats, les plus forts de l'île, qui furent envoyés sur une île éloignée pour être écartés. Sur l'île principale, les éliminations devinrent de plus en plus organisées. Les mutins choisissaient leurs victimes avec soin. Tout homme fort qui ne faisait pas partie de leur groupe, tout enfant qui consommait trop de nourriture, toute personne qui se plaignait ou semblait susceptible de se rebeller. Ces actions se déroulaient toujours la nuit. Les mutins entraient dans les tentes et neutralisaient leurs victimes pendant leur sommeil, ou les emmenaient dans des expéditions dont elles ne revenaient jamais. En quelques semaines, la population de l'île passa de 180 à 70. Cornelis annonça aux survivants que les ressources allaient maintenant suffire. Personne n'osa s'opposer, sachant que toute forme de résistance signifiait la faim. Cependant, Cornelis n'avait pas prévu une chose. Le groupe de soldats qu'il avait envoyé sur l'île éloignée n'était pas mort. En réalité, ils avaient trouvé de l'eau et compris le plan de Cornelis. Ils commencèrent à se préparer à résister. À la tête de ce groupe se trouvait Wiebe Hayes, un soldat astucieux qui avait perçu dès le départ que quelque chose n'allait pas. Il choisit ses meilleurs hommes et leur ordonna de construire des défenses sur l'île. Ils utilisèrent des pierres pour ériger de petites fortifications sur les collines et fabriquèrent des armes avec les ressources naturelles disponibles. Chaque jour, ils apercevaient de la fumée s'élever de l'île principale et se demandaient pourquoi personne ne venait les voir. Un jour, un groupe de fugitifs arriva sur un radeau improvisé et leur raconta les horreurs, les abus et la terreur semée par Cornelis. Hayes rassembla ses hommes et leur dit qu'ils étaient désormais une petite armée. Ils disposaient d'eau, de nourriture et d'une position fortifiée. Ils devaient se préparer à une confrontation imminente avec les mutins. Les soldats se préparèrent à la lutte, transformant leur groupe de 22 en une petite armée de 60 hommes, tous unis par un objectif: mettre fin à la tyrannie de l'homme qui semait la terreur sur l'île principale. À la fin du mois de juillet 1629, Cornelis comprit que Hayes était toujours en vie et décida de le neutraliser. Il envoya 30 mutins attaquer l'île de Hayes, mais ils furent repoussés avec de lourdes pertes. Une semaine plus tard, Cornelis tenta une deuxième attaque, mais celle-ci échoua également. Les mutins, démoralisés, furent alors confrontés à l'idée que seul Cornelis pouvait mener l'attaque suivante. Il prit un petit groupe d'hommes et se dirigea vers l'île de Hayes, prétendant vouloir négocier. Cependant, Hayes était prêt. Dès que Cornelis et ses hommes arrivèrent à proximité, les soldats de Hayes lancèrent une attaque fulgurante. Les gardes de Cornelis tentèrent de protéger leur chef, mais ils furent éliminés. Cornelis lui-même fut capturé. Les mutins restants, voyant leur chef capturé, tentèrent une dernière offensive sur la plage, mais ils furent repoussés par les soldats de Hayes. Pendant ce temps, Pelsaert et son équipe étaient toujours en mer, luttant pour atteindre Batavia et trouver de l'aide. Ils naviguaient dans un petit bateau, entassés et exposés au soleil et à la pluie. L'eau et la nourriture étaient rationnées, et les conditions de voyage étaient extrêmes. Pelsaert, malade, distribuait équitablement les maigres rations. Le soleil brûlait leur peau, et l'eau salée endommageait leurs vêtements. Le capitaine Jacobs, responsable de la navigation, savait qu'une erreur de calcul pourrait les perdre à jamais dans l'océan. Après une semaine de voyage, ils atteignirent la côte australienne. Mais ils ne trouvèrent que des rochers et des plages désertes. L'accès à la terre était impossible, en raison des vagues qui les jetaient contre les rochers. Un jour, ils aperçurent de la fumée au loin, et envoyèrent 6 des hommes les plus robustes enquêter. Lorsqu'ils revinrent, terrifiés, ils avaient vu des aborigènes pour la première fois. Ne sachant pas s'ils étaient amis ou ennemis, ils décidèrent de poursuivre leur voyage en mer. Après 3 semaines complètes en mer, la situation devint désespérée.
Les marins étaient épuisés, et Jacobs dit à Pelsaert qu'ils avaient deux options, retourner aux îles ou continuer vers Batavia. Pelsaert, bien que malade, savait que retourner signifiait la fin pour eux et pour les survivants de l'île. Il dit alors à Jacobs, « Soit nous atteignons Batavia, soit nous mourrons. » Après 33 jours en mer, par miracle, ils arrivèrent à Batavia le 7 juillet 1629. Mais la ville était méconnaissable. Batavia avait été dévastée après un long siège par le sultan de Mataram. Le gouverneur, Jan Cohen, avait incendié la moitié de la ville pour empêcher le sultan de Mataram de s'en emparer. Pelsaert demanda immédiatement une audience avec le gouverneur. Mais la première question de Cohen fut « Où est le navire Batavia ?» Pelsaert raconta alors toute l'histoire. L'accident, les survivants, leur périple pour arriver jusqu'ici. Mais Cohen avait d'autres préoccupations. Où étaient les 12 coffres d'or, d'argent et de bijoux? Où étaient les soldats censés défendre Batavia? Pelsaert, malgré l'indignation du gouverneur, insista sur la gravité de la situation. Des gens mouraient de faim et de soif. Il supplia le gouverneur de les aider, mais Cohen refusa de risquer un navire et un équipage en temps de guerre pour sauver quelques individus. Pelsaert décida alors de manipuler le gouverneur. Il lui fit croire que le navire avait coulé dans des eaux peu profondes et que le trésor était toujours sous l'eau. Ces paroles convainquirent Cohen de donner à Pelsaert un petit navire, le Sardam, et un équipage restreint. Mais Cohen le mit en garde. Si vous échouez à récupérer le trésor, il vaudrait mieux que vous vous perdiez avec le navire. Le Sardam était un peu plus petit que le Batavia, mais suffisant pour la mission. Rapidement, il fut préparé pour le voyage. De l'eau, de la nourriture, des armes. Pelsaert choisit les meilleurs marins disponibles. Cependant, il y avait un problème. Jacobs n'avait pas enregistré les coordonnées exactes des îles. Il se souvenait qu'elles se trouvaient à 28 degrés 20 minutes de latitude sud. Une zone très vaste. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. De plus, ayant appris que Jacobs avait été impliqué dans une tentative de mutinerie à bord du navire, le gouverneur l'arrêta et le fit emprisonner dans une cellule souterraine. En juillet 1629, le Sardam quitta Batavia avec Pelsaert à son bord, sans savoir que des événements terribles se déroulaient sur les îles. Le 17 septembre 1629, les mutins, dirigés par Waterloose, décidèrent de lancer une dernière attaque contre l'île de Ace. Pendant 2 heures, les balles fusèrent sur l'île, les mutins convaincus de leur victoire imminente. Mais Ace et ses hommes savaient qu'il n'y avait qu'une seule chance de s'en sortir, attaquer ensemble. Soudain, un cri résonna. « Une voile! Une voile à l'horizon !» Tout le monde s'arrêta pour regarder. Au loin, le Sardam apparaissait. Les mutins et les soldats comprirent que celui qui atteindrait le navire en premier serait le vainqueur. Si les mutins arrivaient les premiers, ils s'échapperaient. Si Ace y parvenait, il révélerait la vérité sur ce qui s'était passé. En un instant, la course commença. Chaque groupe monta dans les bateaux qu'il avait fabriqués et se lança dans une rame effrénée. Chacun savait que sa survie dépendait du résultat de cette course. Pelsaert, debout sur le pont du Sardam, aperçut les bateaux qui approchaient et entendit au loin des cris appelant à les empêcher de monter à bord. D'autres voix se firent entendre, clamant qu'ils étaient des victimes. Petit à petit, les bateaux de Ace commencèrent à prendre l'avantage. Ace réussit à atteindre le Sardam avant les mutins, mais seulement de quelques minutes. Ces minutes étaient cruciales. Ace monta à bord du Sardam et expliqua à Pelsaert toute la vérité. Les atrocités, les souffrances, la terreur que les survivants avaient vécue. En voyant les mutins approcher, Pelsaert fit pointer les canons du navire vers eux et leur ordonna de jeter leurs armes et de se rendre. Les mutins, voyant la menace des canons, jetèrent leurs armes à l'eau et levèrent les mains. Les soldats du Sardam descendirent, les capturèrent, les attachèrent avec des chaînes et les amenèrent à bord. Le cauchemar était enfin terminé, et les procès allaient commencer. Après mûre réflexion, Pelsaert décida que les procès auraient lieu sur l'île elle-même. Il ne voulait pas risquer de ramener les criminels lors d'un long voyage en mer, et souhaitait que les survivants puissent voir justice être rendue. Le procès commença par celui de Cornelis. Ils le firent sortir de l'endroit où Ace l'avait emprisonné,
Et lorsqu'on le confronta à ses actes, il se leva en criant « Je suis innocent. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien des survivants. » Mais les témoignages des survivants étaient accablants. Les atrocités, les enfants éliminés dans leur sommeil, les femmes réduites à l'esclavage. Chacun avait une histoire terrifiante à raconter. Le procès de Cornelis dura 3 jours entiers. À la fin, le verdict tomba. Géronymus Cornelis, vous êtes reconnu coupable du meurtre de plus de 125 personnes. La sentence est l'amputation des 2 mains et la pendaison. Le 2 octobre 1729, une potence fut érigée sur l'île des Phoques et les survivants se rassemblèrent pour assister à la fin de cette tragédie. Après le procès de Cornelis, les procès des autres mutins commencèrent. 6 d'entre eux furent condamnés à des peines sévères et 2 autres, les plus jeunes, furent envoyés en exil en Australie. Les autres furent envoyés à Batavia pour y être jugés. Quant à Ace et ses hommes, ils furent honorés pour leur bravoure. Pelser écrivit dans son rapport « Sans Ace et ses hommes, nous n'aurions trouvé personne en vie sur ces îles. » Le Sardam retourna à Batavia en novembre 1629 avec à son bord 16 mutins enchaînés et 70 survivants du massacre. À Batavia, une autre surprise les attendait. Le capitaine Jacobs, toujours en prison, avoua tout. Il admit que lui et Cornelis avaient planifié la mutinerie avant même que le navire ne sombre. Les procès à Batavia furent encore plus sévères que ceux sur l'île. Les mutins furent forcés de révéler la vérité sous la pression. Ils subissaient des interrogatoires rigoureux, avec des méthodes qui les poussaient à avouer. Wouter Lohse, qui avait pris le commandement des mutins après Cornelis, reçut une punition particulièrement sévère. Il fut condamné à une forme de châtiment symbolique, où ses os furent brisés avant d'être attachés à une roue et laissés dans une position de grande souffrance. Les autres mutins furent soit pendus, soit fouettés, soit envoyés à l'esclavage dans les colonies hollandaises. Quant à Francisco Pelsaert, il mourut dans la pauvreté et la maladie. La compagnie confisqua tous ses biens et son argent en compensation pour le navire perdu. Cependant, il réussit au moins à sauver les survivants. Le capitaine Jacobs disparut complètement des registres. Personne ne sait exactement ce qu'il est advenu de Jacobs. Certains disent qu'il est mort en prison, tandis que d'autres croient qu'il s'est échappé. Wiebe Hayes, pour sa part, fut élevé à un rang important dans l'armée, et un monument fut érigé en son honneur en Australie. L'île où il s'était réfugié porta officiellement son nom, et le fort qu'il avait construit demeure aujourd'hui, étant le plus ancien édifice européen encore existant en Australie. 4 siècles plus tard, de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, quel fut le sort des 2 mutins exilés en Australie? Les aborigènes les ont-ils tués ou les ont-ils intégrés dans leur communauté? Certaines tribus aborigènes présentent des caractéristiques européennes, comme des cheveux blonds et des yeux bleus. Est-ce une simple coïncidence ou les mutins ont-ils vécu parmi eux et se sont-ils mariés avec eux? Il subsiste également le mystère des trésors perdus. La compagnie a affirmé avoir retrouvé la majorité de l'or et de l'argent, mais pas la totalité. Des rumeurs persistent, suggérant que les mutins ont dissimulé des trésors sur l'île avant leur capture, dans l'espoir d'échapper à leur punition et de pouvoir un jour revenir les chercher. Aujourd'hui encore, des chercheurs explorent la région à la recherche de ces trésors enfouis. Enfin, il y a la question la plus étrange de toutes. Pourquoi aucun des mutins n'a-t-il tenté de fuir l'île? Ils disposaient de bateaux, et l'Australie n'était pas très loin. Pourquoi ont-ils choisi de rester sur les îles, malgré les conditions terribles? Une théorie avance que Cornelis leur avait promis un royaume où ils seraient les souverains. Les restes de l'épave du Batavia sont restés immergés pendant plus de 300 ans. En 1963, un groupe de plongeurs australiens a découvert l'épave par hasard. Les archéologues ont passé des années à récupérer et à restaurer chaque fragment du navire. Aujourd'hui, une grande partie du Batavia est exposée au musée de l'Australie occidentale. Les îles, quant à elles, sont devenues une destination touristique prisée. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent sur l'île du Massacre, le cimetière de Batavia et l'île de Hayes. En Hollande, l'histoire du Batavia
est enseigné dans les écoles, comme un exemple de la manière dont l'absolutisme peut corrompre, tout en soulignant le courage qui peut émerger dans les moments les plus sombres.